Bienvenue au Vendredi horticole de la Montérégie. Le MAPAC Montérégie et le CLD des Jardins de Napierville sont heureux de vous présenter ce webinaire. Je m'appelle Nicolas Châtellonnet, je suis agent de projet du pôle d'excellence en lutte intégrée au CLD des Jardins de Napierville. Ce webinaire portera sur la santé psychologique en agriculture. L'année 2020 a été tout sauf facile pour plusieurs. L'équipe des Vendredis horticoles vous propose donc d'écouter les conseils et points de vue de nos deux conférenciers invités. Stéphane Gendron ouvre le webinaire en nous invitant avec des exemples poignants à l'appui à mettre des mots sur la détresse, à en parler et à chercher de l'aide. Monsieur Gendron est bien connu du public après une carrière politique et médiatique où il a notamment occupé la fonction de maire de Huntingdon. Il s'est tourné depuis 2 ans vers la production agricole. Monsieur Gendron s'est également investi dans le documentaire La détresse au bout du rang, diffusé l'année dernière et toujours disponible sur la plateforme Crave. Par la suite, Vicky Baudouin nous propose des moyens pour cultiver le bien-être en temps de pandémie. Madame Baudouin est diplômée en santé animale du Cégep de Saint-Hyacinthe et bachelière en travail social de l'Université Laval. Elle a grandi sur une ferme laitière de la région d'Actonville. Durant son baccalauréat, elle a complété ses stages dans l'organisme Au cœur des familles agricoles, où elle est depuis 2 ans travailleuse de rang pour la région de la Montérégie. Notez que si vous visionnez cette présentation en direct, Stéphane Gendron et Vicky Baudouin sont disponibles pour répondre à vos questions dans la section clavardage située à droite de votre écran. Bonne écoute. Bonjour tout le monde. Écoutez, ça me fait plaisir de participer pour la première fois aux vendredis horticoles qui sont organisés depuis un bon bout par le CLD Jardin de Napierville, qui incidemment est ma région d'origine. Moi, j'ai grandi à Saint-Rémy et mes premières jobs agricoles, c'était dans le rang Saint-Paul à Saint-Rémy, pour faire une petite histoire courte, mais c'est toujours un plaisir. C'est là que j'ai goûté aux terres noires, les jardins du Québec. C'est dans cette région-là aussi que pour la première fois, là, on remonte au siècle dernier, là, les premiers travailleurs étrangers temporaires arrivaient, là, les Mexicains dans le temps, là, directement du Mexique. C'était quelque chose, là, c'était des milliers de personnes. Bref, pour faire une histoire courte, le sujet que j'aimerais vous entretenir, c'est la santé psychologique en agriculture. Vous savez, en agriculture, si vous êtes du milieu, monsieur, madame, peu importe, même si vous n'êtes pas du milieu, on a une bonne propension à parler de tout ce qui ne va pas, l'abondance des règles, la mondialisation, comment c'est difficile, l'éco-anxiété, là, je vous parle, là, mais on ne sait plus trop dans quelle saison on est, vous comprenez? Alors, le métier, la profession d'agriculteur, agricultrice, ça devient de plus en plus difficile, puis on le dit, on le sait, on l'exprime, mais rarement, on va parler de nous autres. Je ne parle pas de nous autres, les agriculteurs, je parle de nous autres. Comment on se sent? Parce que vous savez, en ruralité, il y a toutes ces affaires-là avec lesquelles on doit composer, mais il y a aussi le regard de la tribu. La tribu dans le sens, la communauté. On est venu au monde ici, ça fait des générations qu'on est ici, le poids des générations, surtout que, encore aujourd'hui, on a une majorité de fermes familiales opérées par des familles, opérées par des couples avec les enfants. Parfois, la relève, c'est difficile. Il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup de stress. Mais la santé psychologique de nous autres, c'est rare qu'on prend le temps d'en parler, là. Je veux dire, on n'a pas le temps, là. On vit dans un système qui met une pression constante sur nous, comprenez-vous? Alors, c'est important de penser à nous autres. Puis de penser à nous autres, c'est d'être capable d'en parler, de se montrer vulnérable, de mettre des mots sur ce qu'on vit, de détecter les premiers signes, comprenez-vous? Je vous donne un exemple. Comment est-ce qu'on va? Dans tout cet univers-là, c'est la question sournoise de l'épuisement au travail, le burn-out. Ça, c'est sérieux. Moi, j'ai fait, vous le savez peut-être, là, j'ai fait un documentaire sur la détresse en milieu agricole
Et tout ce que j'ai vu dans ce documentaire-là, je l'ai expérimenté moi-même à divers degrés. Là, je suis un producteur agricole, mais vraiment de micro-ferme. C'est pas comme la plupart des gens qui regardaient le webinaire. Là. Moi, là, c'est un projet de fin de vie. Là. Quelle fin de vie! Alors, mais quand même, j'ai expérimenté ça, mais au début, c'était difficile. Et le burn-out, c'est l'exemple que je veux vous présenter à travers le premier extrait du documentaire, juste pour illustrer, parce que ça peut vous arriver à vous aussi, là. Ça arrive par la porte d'en arrière, le burn-out, je vous dirais. C'est la fatigue, c'est l'épuisement, c'est des fois, ça commence avec le couple, ou des fois, c'est le couple qui va en souffrir à cause de trop de travail, on finit par s'isoler, on finit par se couper de la réalité parce qu'on est pris dans nos affaires. Puis là, à un moment donné, vous savez ce qui arrive dans un burn-out, on perd une espèce de contact. On n'est plus capable, on voit plus clair. C'est comme une espèce de tordeur qui finit par nous avaler, comprenez-vous? Et c'est là qu'on risque de déraper sur le plan de la santé mentale. Puis ça, il n'y a pas de gêne d'en parler. Hein? C'est ça le problème, c'est qu'on n'en parle pas. Puis les gens autour de nous, des fois, on voit des malaises, mais on ne sait pas trop comment l'aborder, comprenez-vous? Alors, moi, je vous laisse sur cet extrait-là. C'est pas compliqué, ça se passe en Montérégie, à la fromagerie Le Ruban Bleu. Donc, il y a un élevage de chèvres pour le lait et tout ça. Puis, c'est une entreprise qui a été partie par un jeune couple à l'époque, là, puis très florissante, c'est super. Puis, à un moment donné, bien là, l'entreprise devient grosse, on se sépare un peu les tâches, puis... c'est l'histoire de Caroline et Jean-François. Écoutez ça, là, parce que ça, là, ça peut nous arriver à moi, à vous, à tout le monde. Les problèmes financiers ne sont pas le seul facteur de détresse en agriculture. Au moment du suicide de Jean-François, la fromagerie Le Ruban Bleu était en pleine croissance. On était jeunes, on était amoureux, on faisait tout ensemble. On faisait la traite ensemble, on faisait le fromage ensemble, on faisait la vente ensemble. On était toujours ensemble, puis à un moment donné, l'entreprise a grossi un peu, puis on a déménagé aussi. Et là, il a fallu scinder un peu notre expertise en deux. Parce que là, lui, il était plus dans la production, moi, j'étais plus dans la gestion. Puis Jean-François, tranquillement, dans ça, il est devenu un peu... obsédé de la minutie, de la perfection. Il tolérait pas l'erreur, fait qu'il fallait que ça soit parfait. C'est lui qui m'a formé à partir de zéro. Il était vraiment addict au travail. C'était quelqu'un qui était vraiment passionné par ce qu'il aimait, les trucs qu'il faisait. Il était très, très méticuleux. Il fallait vraiment faire comme lui aussi, là. C'était quelqu'un qui était difficile d'approche, puis il fallait vraiment rentrer dans son univers pour vraiment qu'il soit bien avec toi, là. Tu sais, Jean-François, disons qu'il était pas toujours facile à vivre. Il était plus capable de s'amuser ou presque. Non, là, c'est plus fun, là, ça marche plus. Là. Non. Tu sais, quand ta passion te définit, quand ton travail, c'est ton être, tout le reste devenait futile. Tu sais, c'était pas intéressant. Les autres n'ont pas une vie intéressante. Il y a juste moi qui ai une vie... parce que moi, je travaille 24 heures sur 24. Parce que moi, je suis en train de construire quelque chose d'intense. C'est comme s'il s'auto-isole là-dedans. Là. C'est un isolement volontaire. Fallait qu'il apprenne à déléguer. Fallait qu'il change. Puis je pense qu'il n'était pas prêt à changer. C'est sûr que l'histoire de Jean-François et Caroline, c'est quelque chose de grave, de tragique. Mais c'est ça, le burn-out. C'est ça, l'espèce d'engrenage dans lequel tu finis par tomber pour toutes sortes de raisons, le travail, la pression, le perfectionnisme. On est tous, à quelque part, en agriculture, pour la plupart des gens, des chefs d'entreprise, des gars, des filles qui runnent des business. Puis, il y a tout ce poids-là qu'on porte là, avec la pression de la performance, les marchés, la mondialisation. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin de tout ça. Mais ça peut amener à des cas comme ça, là. Vous le savez, vous en connaissez dans votre entourage des gens qui, soit ils ont eu trop de pression, sont tombés dans cette espèce d'état-là de burn-out, puis c'est pas drôle, là. C'est vraiment pas drôle, c'est sournois, puis... comme on a vu, ça amène des situations épouvantables après. Et ça, il n'y a pas de recette, là, mais pour tenter de ne pas arriver là, il faut être capable de mettre des mots sur le tabou. Le tabou, c'est quoi? C'est la santé mentale.
Le thème, officiellement, ici, c'est la santé psychologique en agriculture. Mais la santé psychologique, c'est quoi? C'est la santé mentale. Quand on parle de santé, c'est pas gênant, tu sais. Ah, comment tu vas? La santé, c'est pas pire, pas pire. Je suis allé chez le médecin, le cholestérol, il faut que je fasse un peu de gym, il faut que je me mette en forme, des problèmes, bon. Tu sais, ça, on n'est pas gêné d'en parler, en général, tu sais. Mais quand on touche à la santé mentale, déjà, de penser qu'on a un problème de santé mentale en soi, là, c'est quelque chose. Là. Ça prend une dose d'introspection puis d'humilité, là, tu sais. On est à la tête des business, nous autres, là. Voyons donc, on n'a pas de problème de santé mentale. Ben oui. Ben oui, imaginez-vous donc, puis les statistiques, c'est pire que ça. C'est que les gens à la tête d'entreprise ont plus de problèmes de santé mentale que les autres. Pourquoi? Parce que leur cour est pleine. Puis on sait-tu qu'en agriculture, le pit, il n'est pas plein, il déborde. Puis il déborde pas juste une fois par année, il déborde tout le temps. C'est ça, l'histoire. Alors, à un moment donné, on n'est plus capable de s'arrêter, là, puis on se dit, hey, la santé mentale, c'est pas pour moi. Ben oui, puis là, ça finit par te rattraper. Puis ça, à un moment donné, il n'y a pas de recette miracle, là, mais il faut être un peu ce qu'on appelle une sentinelle. Vous savez, il y a un programme sentinelle où les gens font de la détection de gens qui pourraient éprouver des problèmes de détresse, de santé mentale, là, dans ce sens-là, dans leur entourage, tu sais. Mais c'est ça. Ça joue dans les deux sens. Briser le tabou, puis parler de santé mentale, c'est d'être à l'observation autour de nous, être à l'écoute du gars ou de la fille dans notre entourage, mon frère, ma sœur, mon père, mon chum, qui va peut-être pas bien, là, tu sais. Et ça, là, je pense qu'il faut que ça soit fait tout de suite. Dès que tu as un doute, mieux vaut avoir un doute mal fondé que de laisser pourrir le problème, comprenez-vous? Puis quand c'est toi qui as le problème de santé mentale, puis tu finis par t'en rendre compte, mais tu ne sais pas trop comment l'exprimer, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de mettre des mots là-dessus puis de le dire. C'est de lancer une bouée, c'est de lancer une perche, mais moi, je vous dirais, il n'y a pas de gêne à en parler même autour de vous. Les gens autour de vous, là, c'est vos premiers répondants. Ils vivent avec vous autres. Il n'y a pas de problème à en parler, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de honte. Puis moi, je vous présente un extrait de conversation intimiste que j'ai eue avec Guillaume. Guillaume, il a l'âge de mon fils, dans la jeune vingtaine. Guillaume, il est avec Myriam, sa sœur, puis sa mère Geneviève, entre autres. Geneviève qui opère une ferme laitière dans le canton de Roxton. Et puis, Myriam a fait partie de la relève, est allée à l'ITA, elle aide sa mère. Et Guillaume vient donner un coup de main les fins de semaine, principalement. Puis, Geneviève a eu un mauvais moment pendant qu'on faisait le film. Puis, une de ses vaches a accouché, puis on l'avait vue, là, elle était enceinte, puis elle était tellement belle. Puis finalement, bien, la petite est morte. Le bébé est mort. Fait que là, ce soir-là, Geneviève, elle filait pas très bien, là. Puis elle a vraiment pensé au pire, puis on est allé la voir, puis j'ai eu cette conversation-là avec Guillaume de l'importance de dire les choses. Mais comment tu parles de ça avec ta mère, par exemple? En parlez-vous des fois? En avez-vous parlé? Non. Jamais? Non. C'est vrai, ça se parle pas, ces affaires-là. J'en ai pas parlé avec mon mère. Pourquoi? Je sais pas, on dirait qu'elle veut pas me mettre du poids sur les épaules, peut-être. OK. Mais bon, je suis peut-être un peu vieux jeu, là, mais tu sais, t'es le gars de la famille en plus, là. Tu sais, je veux pas tomber dans le mélodrame, là, mais... Toi, étant un gars, tu as de la misère à en parler? Ouais. Oui? Ouais. Ça vient te chercher, là? Ouais. Quand même pas mal. Je suis pas le gars qui dévoile le plus ses émotions non plus. Je suis pas le gars qui discute beaucoup avec ma mère, je dirais. Tu sais, je leur en ai pas parlé. Non. Ça lui a donné un coup? Oui, sûrement. Autant Myriam que même Guillaume, affaire, ça doit oui. avoir... Ben oui. Qu'est-ce que tu aurais le goût de dire à ta mère que tu n'as pas pu y dire? De garder le moral, de continuer à en parler, qu'il faut plus se parler, je dirais. Ouais. De s'aider le plus qu'on peut.
sais, un petit down, n'importe quoi, là, tu peux pas rejoindre personne, t'es pogné, là, tu m'appelles. Là. OK. C'est pas... on est là pour ça. Là. Super. Merci beaucoup. À bientôt. Fait que bon courage, on lâche pas. Merci, là. Bye. Bon, ben, je l'ai référé à un centre de crise. Je peux pas te garantir qu'elle va y aller, mais c'est ce qu'il fallait faire. Bon, ben là, il faisait un petit changement de température. Il faisait un peu froid. La neige s'en est mêlée. Alors, on va finir ça ici. Écoutez, je veux revenir un peu brièvement sur ce que vous avez vu, là, la conversation très, très intense avec Guillaume. Ça, là, c'est un peu l'image de ce qui se passe dans nos familles. On hésite à parler de nous-mêmes, on se sent mal à l'aise, on ne sait pas trop comment aborder la situation. Moi, ce que je voulais démontrer là-dedans, c'est que c'est important d'en parler. Une fois qu'on a franchi cette étape-là, on a interpellé notre proche, notre mère, notre père, notre frère, peu importe où, on s'est confié, nous, on vit de la détresse, on ne sait pas trop, on est désorienté un peu, là, on se pose des questions, on a exprimé le besoin. Maintenant, il faut transcender cette étape-là pour aller chercher de l'aide. Et là, c'est tous les moyens qu'on a maintenant aujourd'hui qui sont à notre disposition pour nous accompagner là-dedans, dans ces périodes-là, un peu chaotiques, un peu troubles. Là, on ne sait pas trop, là, ça brasse en dedans. Alors, vous le savez, il y a le concept de travailleuse de rang qui avait été créé à l'époque par Maria Labrec-Duchesneau. Si vous êtes dans le domaine agricole, vous la connaissez très certainement. Alors ça, le travail de rang se fait de plus en plus un peu partout au Québec. Alors, au cœur des familles agricoles, organisme référence, il y a aussi Écoute agricole Laurentide pour la partie au nord de Montréal et dans l'Outaouais. Il y a aussi l'accès aux psychologues. Si vous avez accès à des services et que vous en avez les moyens et la possibilité, oui, ça vaut la peine d'aller consulter. Moi, personnellement, là, j'ai eu des époques un peu difficiles dans ma vie, là, un peu rock'n'roll. Et au début, ça prend une certaine dose là, de, je sais pas trop, là, tu te poses des questions, tu te dis, moi, je suis peut-être rendu là à aller consulter un psychologue, mais ça a été ma porte d'entrée par le médecin. Tu sais, j'allais pas bien physiquement, puis à un moment donné, bon, l'examen, on se parle dans le bureau, puis le médecin dit, hey, by the way, je pense que je t'écoute parler, là, tu devrais peut-être aller voir un psychologue. C'est sûr que tu as le choix de la pilule. Ah, tu peux prendre la pilule, crise d'angoisse, d'anxiété, je prends la pilule. Mais la pilule, ça ne règle pas tout. Alors, bon, pour faire une histoire courte, je suis allé voir un psychologue et je suis allé en thérapie avec elle, puis moi, ça m'a fait du bien, pour toutes sortes de raisons. Alors, les raisons sont différentes, mais moi, je vous dis, l'accès au psychologue, c'est important. Là. Ça, c'est la totale. Si vous pouvez avoir accès à ça, il y a aussi l'accès du CLSC, il y a du travail social qui se fait en région. Il y en a des services, mais le problème en agriculture, c'est qu'il faut prendre le temps d'aller les chercher. Ça, c'est difficile. Je veux dire, on vit dans un tourbillon quotidien où on exécute des tâches, on ne s'appartient plus. Alors, prendre un break pour aller chercher de l'aide pour soi, c'est difficile. Alors, attendez pas d'être rendu à l'urgence. Puis l'urgence, là, ça peut être rendu là, au bord du précipice, là, comprenez-vous? Alors, rapidement, vous le savez peut-être, c'est pas le fun de parler de ça, mais si vous êtes dans la quarantaine, dans la cinquantaine, peu importe le domaine, vous arrivez à un moment de votre vie, vous dites, bon là, les normes augmentent, le stress augmente, l'éco-anxiété, c'est plus cultivable, c'est plus arrangeable, on perd des journées de production dans le laitier, c'est l'enfer, les prix, on contrôle plus rien, bref, c'est le bordel. Alors je me dis, moi là, c'est-tu vrai que je vais finir ça là, jusqu'à la fin de mes jours? C'est-tu vrai que je vais faire ça tout le temps? Et là, ça peut créer des moments d'anxiété, de questionnement, même de détresse. Là. Puis là, tu te dis, bon, comment j'aborde ça? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Là? Vous savez, l'agriculture, c'est une chose, mais une vie, c'est une autre. Puis une vie, là, c'est cliché de dire ça, mais t'en as juste une. Là. Puis à un moment donné, c'est normal de se poser des questions. Alors, si vous êtes rendu là dans votre vie, mais moi, je vous propose Marco et Diane, prochain extrait. Ils n'ont pas vécu nécessairement des périodes de détresse, mais ça peut le provoquer quand même. C'est pour ça que je vous propose l'extrait. C'est qu'eux autres se sont dit, moi là j'arrive à un moment dans ma vie, est-ce que je travaille pour ce que j'aime faire ou je travaille pour la banque ou l'application des normes ou tout ça, ou toujours grossir. Ce n'est pas un débat sur l'agriculture, mais c'est le questionnement. Et à un moment donné, on se dit, à travers tout ça, il n'y a pas de gêne à choisir le bonheur,
Tu sais, le bonheur d'être avec tes enfants puis ta blonde. C'est pas, je vous dis pas de sortir de l'agriculture, mais des fois, là, c'est important de se poser la question. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et ça, en agriculture, là, avec le nombre de fermes qui disparaissent encore à tous les jours, il y a beaucoup de gens qui se posent la même question que Marco et Diane. Écoutez ça. La préparation valable. Vous allez avoir une super bâtard qui annonce un beau pis ici. J'ai même pas vu une vache passer sur le paddock. Je me sentais pas capable. Mais ça va finir par te rentrer en dedans? Oui. Mais je suis orgueilleux. Ça va être peut-être, mais que je parle à baisser quand 3 roues tout à l'heure d'un pot. Ça va se faire tout seul. J'en ai dans la vie, mais je me retiens. Oh, elle s'appelle Caresse. Probablement Diane qui l'a baptisée. Quand t'entends le saule vendu, ben là, tu sais qu'il n'est plus à toi. So, 2500 $. Puis tu vas la traire une dernière fois. Ouais. Ah, là, c'est la dernière, là. La dernière de la dernière. C'est la fin du chapitre d'une vie, là. Hein? C'est Ouais. pas vrai, là. Ouais. Ah, là, c'est vraiment, là. Hein? C'est toi qui vas fermer le bal. Ouais. C'est toi, ma belle. Ben oui. C'est donc bien belle. C'est donc belle. Diane s'est donné beaucoup. La ferme, moi, tout était là-dedans. Diane est rentrée dans ma vie, passant de s'occuper comme Comme m'endormir, hein. ça serait elle. C'est quoi de good? Elle était bonne. Aujourd'hui, elle l'apprécie. Puis là, ben, quand on vendait tout ça, ça va être rough, là. Mais on va avoir de quoi de beau, là, après. Alors, vous avez vu, c'est un moment intense. Mais, pour faire un petit suivi sur Marco et Diane, je suis resté en contact avec eux. Ils ont gardé la grande culture de leur terre, là, pour le foin et ces affaires-là. Puis là, Diane est en train de partir un projet là, de culture maraîchère, mais vraiment là, à la taille de ce qu'elle veut faire. Là. Fait que ça va très bien. Là, je veux dire, il y a une vie là, après ce qu'on vit là présentement. Puis des fois, ça nous amène ailleurs. Alors, bon, ça, c'était le côté un peu intense, mais positif de l'affaire. Moi, mon dernier point, je veux vous laisser sur une espèce de réflexion. Il y a une espèce de mythe en ruralité où on se dit il y a une grande solidarité. Les rangs se sont développés avec les familles, puis quand il y avait un gars qui passait au feu dans le rang, on se ramassait, puis on faisait une corvée, puis on repartait ça. Puis il y a toujours eu ce sentiment-là là, qu'on était tricotés serrés, là, puis qu'on était proches, là, puis que nous autres, la solidarité, là, on connaît ça. Mais je ne sais plus si ça existe. À l'heure où il y a de la détresse dans nos rangs, à l'heure où il y a des entreprises qui disparaissent, à l'heure où il y a plein de maisons abandonnées, à l'heure où la jeunesse reste pas nécessairement ici. Là. Moi, je regarde, là, je vais être honnête avec vous, j'ai vu le plan de développement de la zone agricole ici, là, pour ma MRC. Il faut lire ces papiers-là, là, c'est important. Là. Tu regardes les grandes tendances puis les statistiques, là, il y a quelque chose qui se passe là, dans les campagnes. Là. Alors, quand tu vis ça maintenant, moi je la vois pas, là, je la vois pas, la grande solidarité là, des voisins, tout le monde. C'est pas une critique de la ruralité que je fais, mais ça, je pense que c'est le propre du 21e siècle. Ça nous a rattrapés même ici, dans notre mode de vie, et on a perdu ce moment-là d'en parler avec notre voisin. Alors, on les connaît, nos voisins. Ça, je vous dirais pas, là, on n'est pas comme à Montréal là, ou dans les grandes villes. Là, on connaît encore nos voisins. Mais on a perdu peut-être un peu cette habitude-là là, de se préoccuper du voisin. Et puis, ça se répercute aussi dans nos familles. Là. Je veux dire, les fermes, aujourd'hui, là, ils sont à l'image de nos familles. Là.
Nos familles sont éclatées. Là, je veux dire, on n'est pas exempt de ça. Là, les problèmes que les urbains vivent là, dans nos familles, fait que ça, on a les mêmes problèmes d'angoisse, mais ici, on vit ça un peu dans la solitude, je trouve. C'est la solitude aussi une partie du problème ici en ruralité. Vous savez, on est dévitalisé, on n'a pas de grands centres là, pour se ramasser tout le temps, puis il n'y a pas de transport en commun, puis les services de proximité, c'est difficile. Là, ici, là, dans le canton, il n'y a plus une adresse commerciale. Il n'y a plus rien. Fait que, tu sais, on s'isole de plus en plus. Ça, c'est l'effet social. Tu sais, fait que la détresse est de plus en plus sournoise. Alors, c'est important d'en parler. Au fond, c'est ça mon propos. Là. C'est d'essayer de recréer cette proximité-là, cette solidarité-là qu'on n'a plus, je pense, ou en tout cas qu'on a perdu un peu. Et ça, c'est important d'en parler. C'est pour ça que je vous laisse sur un cercle qu'on a fait dans le documentaire avec Pierrette Desrosiers, qui est la psychologue spécialisée en agricole, bien, très bonne, elle. Au niveau de l'écoute, c'est une femme magnifique. Et on a fait ça. Dans le centre du Québec, on a réuni des producteurs, productrices là, d'un peu tous les domaines. Et ce cercle-là, je vous dis, là, je vous en passe un extrait, là, vous ne verrez pas tout. Mais si on avait ça dans nos rangs, hey, ça serait quelque chose. De temps en temps, là, je ne vous dis pas à tous les semaines, là, parce que ça serait intense, mais sapristi que ça ferait du bien. Alors, à la fin du webinaire, vous allez voir des numéros de téléphone qui vont apparaître. C'est important si vous vous sentez pas bien ou si vous le réécoutez après, si vous avez des dents, peu importe. Prenez le temps d'appeler. Prenez le temps d'en parler. Je vous remercie beaucoup et bon courage. On continue. Alors, c'est peut-être ça qui est la clé, qu'on se parle puis qu'on accepte de se montrer en pleine face devant un petit groupe restreint. Elle, Pierrette, c'est vraiment la professionnelle. C'est un peu notre... je fais des blagues, là, mais c'est un peu notre garde-fou. Elle va être là pour pas que, tu sais, des fois, si on peut se désorganiser, là, ça va être très émotif. Mais elle va tout vous expliquer ça. On doit constater, malheureusement, que la santé mentale de nos producteurs agricoles est malmenée. Moi, je tiens à vous remercier beaucoup de participer à ça parce que, dans le fond... Au diagnostic de Sylvain, on a vendu notre troupeau le 13 août. Conciliation. Sauf que là, j'avais mis mes terres en garantie. Parce que t'es fatigué, t'es à bout, il n'y a rien qui te tente. De façon générale, les entrepreneurs ont des problèmes de santé mentale plus élevés que la population générale. Donc, c'est aussi vrai pour nos producteurs agricoles qui sont des entrepreneurs. Mais là, en plus, lorsqu'on parle d'entrepreneurs agricoles, on se retrouve avec une deuxième couche qui est la plupart toutes des entreprises familiales. Là, je me dis, donc, pourquoi je me suis mis en compagnie avec mon père, c'est pire que c'était... Les membres de ce groupe ont tous leurs propres raisons d'être venus aujourd'hui. Certains ont vu leurs proches passer à l'acte, les laissant seuls avec les responsabilités de la ferme. Je l'ai trouvé pendu après le tracteur. J'ai pas réussi à le sauver. D'autres, frappés par les difficultés financières ou la dépression, ont choisi de vendre et doivent vivre avec cette décision déchirante. Te sens-tu coupable? Je me suis senti coupable. Il y avait 3 générations derrière de moi qui avaient exploité cette entreprise-là, qui l'avaient défrichée, qui avaient tout décollé ça. Dans ces milieux tissés serrés, les problèmes de l'entreprise créent souvent des tensions familiales. La ferme, c'est mon oncle et mon père qui étaient associés ensemble, qui l'ont bâtie. Et les conflits familiaux se répercutent invariablement sur la santé de l'entreprise. Sauf qu'au jour, comme un moment donné, la chicane n'a plus entre ma femme et mon père. C'est comme toutes les familles, je pense, on n'est pas nécessairement du monde qui parle beaucoup. On reste ensemble, on travaille ensemble, on vit ensemble, mais on vit aussi sur la ferme, sur notre lieu de travail. Un peu, il y avait sa mentalité de production. Moi, j'avais la mienne. Par respect pour les familles, nous avons convenu que plusieurs détails exprimés lors de cette séance ne sortiraient pas du groupe. Mais on remarque qu'en situation de détresse, la réaction de l'agriculteur est souvent la même. Un agriculteur, c'est un grand travaillant, hein, et souvent, il va tenter de nier ce qui va pas bien, hein, soit dans sa vie personnelle ou même dans l'entreprise, en travaillant encore plus fort. Il y a notre fierté aussi. On est agriculteurs, on est des toughs, on fait des grosses semaines, on est fiers de ce qu'on fait. Je m'étais tellement jeté dans le travail que j'avais comme oublié tout le monde autour de moi.
Bonjour tout le monde, mon nom c'est Vicky Baudouin. Je suis travailleuse sociale et travailleuse de rang pour l'organisme Au cœur des familles agricoles depuis 3 ans. Je parcours la Montérégie. Puis aujourd'hui, je voulais vous remercier de prendre du temps pour vous et j'espère vraiment être capable de vous transmettre des outils concrets dans votre quotidien que vous allez être capable de réutiliser dans un objectif de cultiver et d'entretenir votre bien-être dans un contexte où on vit beaucoup de choses en ce moment, que ça va faire bientôt 1 an là, qu'on vit avec des contraintes, des choses dans lesquelles on n'est pas nécessairement habitué. Donc, j'espère vraiment que ces outils-là vont vous aider dans votre quotidien. Donc, ma webconférence s'intitule « Cultiver le bien-être en temps de pandémie ». Donc, je souhaite vous partager des choses. Tout d'abord, j'aimerais parler de l'organisme pour lequel je travaille, qui est un organisme sans but lucratif qui est présent depuis 2003. Cet organisme-là a été fondé par Mme Maria Labrec-Duchesneau, qui a été la fondatrice et qui a été présente à l'organisme jusqu'en 2016. Donc, la mission de notre organisme, c'est d'offrir des services psychosociaux de première ligne, favorisant le bien-être chez les agriculteurs, les agricultrices et les familles du Québec. Et dans le fond, nous, qu'est-ce qui va nous distinguer, les travailleurs de rang? En fait, c'est qu'on est des intervenants en relation d'aide. Donc, on a tous des formations en relation d'aide et qui ont des connaissances du milieu agricole, que ce soit par notre vécu ou bien ou par d'autres façons. Aussi, on va aussi offrir des interventions dans plusieurs types de situations. Qu'est-ce que je veux dire ici? On va vraiment s'adapter aux besoins des personnes. Si on peut aller rencontrer les gens chez eux, à la maison, à la ferme. On va aussi les rencontrer dans nos bureaux qu'on va avoir sélectionnés. Donc, des bureaux qui sont accessibles pour nous. On peut aussi rencontrer les gens, là, ça m'est arrivé de faire des rencontres à la ferme, pendant la traite. Donc, on est vraiment flexible là, à plusieurs niveaux. La durée aussi de nos rencontres sont très... Ça dépend des besoins. Donc, ils peuvent aller de 1 heure, aller jusqu'à 5 heures dans des rencontres familiales. On va aussi avoir des moments qu'on va vraiment s'adapter aux gens. Donc, si les gens ne sont pas disponibles de jour, ça arrive qu'on fait des rencontres de soir ou de fin de semaine. Je ne le dis pas trop fort, là, mais c'est des choses qu'on peut faire. On va aussi intervenir dans des situations de conflits familiaux. Quand je parle de conflits familiaux, je parle de conflits avec la relève, conflits dans le couple, conflits entre associés ou autres. Donc, c'est vraiment, on travaille à plusieurs niveaux, pas seulement en prévention du suicide ou pour des problèmes de santé mentale. On va travailler vraiment à plusieurs niveaux. On va aussi offrir des services de proximité. Qu'est-ce que ça veut dire, les services de proximité? C'est qu'on essaie d'être proche des gens, de connaître leur réalité et d'offrir des services. On a une page Facebook, donc les gens peuvent nous écrire quand il arrive des situations. On essaie d'être le plus présent pour eux. On va aussi, dans le fond, comment on peut avoir accès à nos services. Il y a 2 façons, soit que les gens eux-mêmes qui communiquent avec nous, ou bien qu'on reçoit des références. Puis là, les références, ils restent toujours confidentiels et dans le fond, nous, on va communiquer par la suite avec le producteur pour lui dire qu'il y a quelqu'un qui nous a contactés et qui s'inquiète pour lui. Et c'est très, très rare qu'on va avoir des gens qui vont refuser l'aide par la suite. Ça arrive, mais c'est quand même on a souvent plus d'ouverture que le contraire. C'est tous des services qui sont gratuits et confidentiels. Et dans le fond, ce qu'on va faire aussi comme travailleur de rang, c'est qu'on va offrir là, un travail de collaboration avec les autres professionnels qui vont graviter autour des gens. Donc, que ce soit conseiller financier, avocat, médecin, un autre intervenant social. Donc, c'est toutes des choses qu'on fait. Donc, durant ma conférence, aujourd'hui, les objectifs, c'était, comme je vous ai dit tout à l'heure, de partager des outils d'auto-évaluation. Donc, je vais vous parler de mon baromètre. C'est un outil d'évaluation que j'aime beaucoup partager aux gens parce que je le trouve facile à faire à la maison et qui peut servir tout au long de la vie.
Le tableau de bord de M. Sabungi, que je trouve excellent aussi, qui est très coloré. Je vais aussi vous partager des concepts pour mieux comprendre. Des fois, un coup qu'on s'est évalué puis qu'on a remarqué qu'on est un petit peu plus stressé qu'à l'habitude, mais comment on peut faire pour mieux se comprendre, pour mieux comprendre ce qu'on vit. Puis ça, je vais le faire là, à l'aide de la recette Ciné qui a été développée par les centres de recherche sur le stress humain. Et par la suite, je vais vous parler d'un équilibre de vie à l'aide du verre d'eau, qui est une façon d'imager un concept là, d'énergie versus qu'est-ce qui nous prend l'énergie versus qu'est-ce qui nous en donne. Et je vais terminer en vous démontrant certains moyens concrets là, dans votre quotidien, que ce soit par un bac à bonheur, dans un objectif d'avoir un certain équilibre de vie dans ce qu'on peut vraiment agir. Et par la suite, je vais vous parler de, comme je disais, donc de reprise de contrôle par des moyens concrets. Donc, pour commencer, le baromètre. Qu'est-ce que c'est le baromètre? En fait, c'est une identification que vous pouvez faire de manière quotidienne ou hebdomadaire dans votre quotidien. Et c'est d'évaluer, dans le fond, votre niveau de stress sur 10, votre niveau de fatigue sur 10, puis votre niveau de motivation sur 10. 10 étant élevé et 0 étant nul. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si on évalue, par exemple, une personne qui me dit « Moi, Vicky, aujourd'hui, je suis stressée à 10 sur 8, je suis fatiguée à 8 sur 10, puis je suis motivée à 2 sur 10, on va comprendre que la personne, elle va pas très bien. Dans le fond, elle vit beaucoup de stress, elle est fatiguée, puis elle n'a pas le goût de se lever le matin, d'aller faire le travail. Donc, moi, souvent, ce que j'explique aux gens que je vais rencontrer, c'est que je leur dis d'essayer de viser un 6. Puis c'est certain que le 6 pour moi versus le 6 pour vous, puis versus celui de votre conjoint ou de votre voisin, va être différent. Mais ce que je considère, moi, c'est pas le 6 pour moi, c'est le 6 pour vous. Donc, si on essaie de viser un niveau de stress à 6 et moins, et un niveau de fatigue à 6 et moins, et un niveau de motivation à 6 et plus, c'est de donner un peu une base personnelle à dire si je suis à plus que 6 pendant plusieurs jours, ou à moins pour la motivation, il y a quelque chose qui se passe et qu'il faut que je m'y attarde. Parce qu'à long terme, ça ira pas si on garde notre niveau de stress trop élevé ou notre niveau de fatigue qui est trop élevé, puis notre niveau de motivation qui est trop basse. Donc, c'est un outil d'auto-évaluation qui est très intéressant. J'encourage les gens, des fois, à le mettre dans leur calendrier, qu'il soit même accroché sur le frigidaire ou dans leur agenda. Un NF, NS, NM écrit en tout petit dans le bas, puis d'évaluer comment vous vous sentez par rapport à ces trois indicateurs-là peut être quand même intéressant à évaluer sur quelques jours, quelques semaines, d'être capable de voir c'est pourquoi le lundi, je suis plus fatiguée. Donc, d'être capable de voir un petit peu nos routines aussi, qu'est-ce que ça a comme impact sur nous. Je vais revenir un petit peu plus tard aussi sur qu'est-ce qu'on fait un coup qu'on évalue que notre stress est élevé ou que notre niveau de fatigue ou que notre niveau de motivation est élevé. Dans le fond, là, ce que je veux vous indiquer, c'est des outils d'évaluation pour être capable de faire de lever un petit peu un drapeau puis de dire « Oh, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ». Ou ça va super bien pour moi, parce que je me suis rendu compte avec le temps que souvent, l'auto-évaluation, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à faire, puis c'est un peu un filet de sécurité, c'est un peu notre gilet de sauvetage au niveau de notre santé mentale. Donc, quand on est capable de s'auto-évaluer, on est capable d'identifier quand on ne va pas bien, puis quand on va bien, puis pourquoi qu'on va bien, puis pourquoi qu'on ne va pas bien, mais c'est déjà un bon gilet de sauvetage pour nous protéger. Le deuxième outil d'auto-évaluation que je voulais vous partager, c'est le tableau de bord du Dr. Georges Sabungi, que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup, autant pour moi que pour les gens que je rencontre. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est les couleurs. Il est facile, il est visuel, puis quand on imprime cet outil-là, on peut surligner comment on se sent au niveau physique, au niveau mental, puis au niveau émotionnel. Puis on a des stratégies en bas qui nous permettent aussi de nous aider. Et c'est quand même assez clair aussi quand aller chercher de l'aide au niveau de professionnels de la santé, que ce soit un médecin,
un travailleur social ou un psychologue. Donc, c'est quand même intéressant comme outil. Puis, il peut toujours rester interactif. Donc, faire aujourd'hui, je suis vert, demain, le lendemain, on est jaune. Puis, de voir un petit peu où est-ce qu'on se situe au niveau de symptômes de stress, mais aussi de bien-être. Donc, un coup qu'on s'est évalué, et on est rendu à l'étape d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on vit, pourquoi qu'on est comme ça. La première chose que je vais vous partager, c'est la recette ciné, qui est une recette du stress. Et la recette du stress, dans le fond, c'est que c'est la même pour tout le monde, malgré le fait que ce qui vous stresse, vous, peut être différent de votre voisin. La recette, elle reste là, universelle pour tout le monde, puis c'est toujours les mêmes ingrédients qui vont créer du stress. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que parfois, même si on est un couple qui vit la même situation, ça se peut qu'il y en ait un qui soit moins stressé et qui démontre moins d'anxiété ou de stress par rapport à la même situation que son conjoint ou sa conjointe. Puis c'est quelque chose de normal. Puis ça, ça va faire en sorte que qu'est-ce qui va différencier une personne à l'autre? Ça peut être autant notre génétique, nos expériences quand on était enfant. Ça peut être aussi des prédispositions au niveau de la santé mentale. Il y a des gens qui sont plus facilement stressés que d'autres, donc les tolérances sont différentes. Et ce que j'appelle les vulnérabilités, donc les expériences. Maintenant, pour qu'une situation soit stressante, il peut y avoir une ou plusieurs ingrédients de cette recette-là que je vais vous présenter. Donc, pourquoi qu'on dit ciné? En fait, c'est que le C, c'est pour le contrôle faible. Donc, quand on sent qu'on n'a pas le contrôle sur une situation, puis mettons que la dernière année, elle nous a rappelé toutes les situations dans lesquelles on n'avait pas le contrôle, que ce soit la sécheresse, la météo, le COVID, etc. Donc, c'est tous des événements ou des éléments qui peuvent arriver au courant de l'année et comment je pourrais dire ça, qui sont plus difficiles à gérer et puis en fait qu'on ne contrôle pas. Que ce soit la météo, que ce soit le COVID qui est arrivé dans nos vies, c'est toutes des choses qu'on ne contrôle pas. On ne contrôle pas les gouvernements, on ne contrôle pas les choix qu'ils peuvent faire pour nous. On ne contrôle pas non plus nos enfants. On ne contrôle pas les réactions de notre conjoint, de notre conjointe. On ne contrôle pas les marchés agricoles. Il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas. Puis c'est en fait, quand on ressent qu'on n'a pas le contrôle sur une situation, c'est un facteur de stress important. Par la suite, l'imprévisibilité. Quand il y a quelque chose d'inattendu qui va se produire, ça apporte aussi du stress qu'on ne peut pas nécessairement savoir à l'avance. Que ce soit juste ce qu'on vient de vivre avec Noël, on ne sait pas, on a-tu le droit, on n'a-tu pas le droit, finalement on n'a pas le droit. Donc, c'est toutes des choses qui sont imprévisibles et qui amènent du stress dans nos vies. Les nouveautés aussi, donc tout ce qui est nouveau, que ça soit autant au niveau du travail, de la famille, etc. Et l'ego qui est menacé. Et l'ego qui est menacé, c'est souvent la petite oubliée. Et quand je dis la petite oubliée, c'est celle qu'on considère souvent pas nécessairement dans la lecture de notre stress. Parce que, puis pourtant, c'est une des plus grandes créatrices ou génératrices de stress dans nos vies. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est en lien avec l'image ou la façon dont on va voir nos compétences dans notre vie. Je ne serai pas capable de faire ça. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Ça, c'est toutes des pensées qui nous apportent en fait, c'est l'ego qui va apporter du stress et de l'anxiété dans nos vies. Donc, le COVID, comme il est écrit en bas, ça peut apporter des éléments dans chacun des ingrédients du ciné. Donc, c'est quand même important à considérer que la situation de pandémie qu'on vit présentement apporte son lot de stress par les quatre ingrédients du ciné. Si je vous donne des exemples, par exemple, que ça soit du contrôle faible, la disponibilité de la main-d'œuvre qui a été, on n'avait pas de contrôle, aucun producteur n'avait de contrôle sur la quantité des travailleurs étrangers qui allaient être capables de faire venir
au printemps dernier par rapport à l'habitude. La fermeture des abattoirs aussi qu'on a connue. Les jours, dans le fond, le lait que les producteurs ont dû jeter. Donc ça, c'était un très grand sentiment de non-contrôle. Donc, on sentait que le contrôle était très faible. Ensuite de ça, la remise aussi de plusieurs projets, les délais qu'il y a eu par rapport aux professionnels, donc vu que tout avait été arrêté. Et là, ben, c'est tout le stress qui entoure le fait de dire « ça va-tu être arrêté encore? » Ensuite de ça, pour l'imprévisibilité, si vous voulez des exemples du milieu agricole, ben c'est la durée, hein, la durée de la crise. On ne sait pas quand ça va commencer. La quantité aussi des produits agricoles qui vont être consommés par les consommateurs. Après la saison qu'on a eue présentement, on peut faire un peu un constat par rapport au fait qu'il y a eu une émergence des consommateurs vers les produits locaux. Mais est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va être comme ça l'année prochaine? C'est toutes des choses qui peuvent apporter du stress dans l'imprévisibilité. La même chose, par exemple, au niveau des prix. Est-ce que les prix vont augmenter? Est-ce que l'argent que les gouvernements ont promis va finir par arriver? Est-ce que les mesures qui changent souvent? Donc, il faut toujours rester à l'affût parce que les mesures de confinement, les mesures de protection sont toujours en changement. Donc, c'est toutes des choses qui sont imprévisibles. Par la suite, la nouveauté. Par exemple, le confinement à la maison, hein, on ne peut pas dire qu'il y avait beaucoup de monde qui avait déjà vécu ça dans sa vie, de vivre 24 heures sur 24 avec nos enfants, les conjointes. C'était des mesures qui étaient imposées, donc c'est toutes des choses qui étaient nouvelles, avec lesquelles on n'était pas capable, on n'était pas habitué de dealer, de vivre. Donc, ensuite de ça, ben, tout Noël, entourant Noël aussi, hein, vivre un Noël loin de sa famille, éloigné. Il y a beaucoup de gens, je sais que dans le milieu agricole, des fois, nos parents sont proches, mais il reste quand même que, habituellement, Noël, on voit notre famille plus élargie. Donc, c'est toutes des choses qui sont nouvelles qui peuvent créer du stress. Aussi, les professionnels qui gravitent autour de vous, qui n'étaient pas nécessairement disponibles de la même façon qu'à l'habitude, hein, par vidéoconférence, par téléphone, bien, ça peut apporter des fois du stress parce que c'est pas pareil. Et ensuite, pour l'ego, bien, comme je vous disais tantôt, au niveau des compétences, bien, bientôt, on en fait le tour du 1 an. Bien, on va tous pouvoir dire qu'on va avoir tous vécu un anniversaire pas comme les autres, nouvelles, qu'on ne peut pas nécessairement fêter, la fête de nos enfants comme on le souhaiterait, ou même notre propre anniversaire. Donc, quelle est l'image que ça va donner? Est-ce que je suis une bonne maman? Donc, c'est tout au niveau de l'ego, des choses qui peuvent être percutées, puis faire réfléchir. Au niveau juste d'aller chercher de l'aide, hein, des fois, c'est pas nécessairement facile de dire « je pense que j'ai besoin d'aide pour faire telle tâche. Qu'est-ce que cette personne va penser de moi? Est-ce que je vais montrer à mon père que je suis pas capable? » C'est l'ego qui fait toutes ces pensées-là en lien avec nos compétences et l'image que nous, on a de nous-mêmes ou que les autres peuvent avoir sur nous. Donc, est-ce que vous reconnaissez dans les différents ingrédients de stress que je viens de vous parler? Évidemment, bien, plus qu'il y a d'ingrédients de stress, plus que la situation va être stressante. Et comme je vous ai dit tantôt, bien, il y a plusieurs facteurs qui peuvent déterminer la quantité d'hormones qui va être sécrétée. Comme je vous disais, la personnalité, l'environnement, la génétique, les expériences dans l'enfance, puis le niveau de santé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider en lien avec la recette ciné? Souvent, ce que les experts qui ont étudié la recette ciné vont expliquer, c'est d'être capable de comment reprendre du contrôle ou comment se sentir, rendre les choses nouvelles, moins nouvelles, comment faire en sorte que pour nous, parce qu'en fait, quand on sent du stress, la base, c'est qu'on sent qu'on perd le contrôle et on se sent impuissant dans la situation. Donc, être capable d'identifier les ingrédients du ciné vont faire en sorte que souvent, ça va nous donner des réponses à savoir pourquoi on est stressé en ce moment. Si je vous donne un exemple
une cliente que j'ai rencontrée au mois d'août et qui me disait, Vicky, je suis stressée, je crains le retour à l'école des enfants, je ne sais pas comment que ça va se passer. Si je prends cet exemple-là avec vous et que j'essaie de la décortiquer un petit peu, donc, le manque de contrôle et le contrôle faible de cette dame-là à ce moment-ci était beaucoup en lien, en fait, avec le fait qu'elle ne contrôle pas si ses enfants vont attraper le COVID à l'école. Elle ne contrôle pas non plus si l'école va fermer. Elle ne contrôle. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont imprévisibles, comme le I, l'imprévisibilité. Hein, si l'école ferme, c'est imprévisible, puis donc, elle va devoir s'organiser avec les enfants à la maison. En plus de ça, ben, c'est nouveau. Hein? On n'a jamais fait l'école à la maison pour ceux qui sont, si ce n'est pas dans les habitudes. Donc, ça apporte son lot d'inquiétude et de stress. Et cette dame-là, au niveau de l'ego, hein, si on prend ça rapidement, ben, elle peut se questionner au niveau de qu'est-ce que mon employeur va penser, hein, si je suis obligée de je vais-tu perdre mon emploi, comment est-ce que je vais être capable, est-ce que mes enfants vont passer leur année quand même. Donc, on peut aller loin dans toute cette anticipation-là et dans l'évaluation de la situation. Et si je reprends la reconstitution, par exemple, de chacun des aspects et que j'essaie de faire, comment on peut reprendre du contrôle dans la situation présentement? Madame a regardé, par exemple, qu'elle ne contrôle pas si ses enfants vont l'attraper. Mais est-ce qu'elle peut contrôler quelque chose entre la maison et l'arrivée? Tout de suite, la dame m'a dit, ben oui, je pourrais peut-être préparer comme un plan B. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va se passer avec les enfants? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut arriver à la maison ici? Est-ce que d'avoir un plan de désinfection, d'aller se laver en arrivant de l'école, est-ce que c'est des choses qui peuvent être mises en place pour retrouver le contrôle? Ensuite de ça, tout de suite, la dame a dit, on pourrait aussi prendre des suppléments pour augmenter notre système immunitaire. Donc, c'est toutes des choses comme ça qui ont fait que cette dame-là s'est retrouvée à se sentir plus en contrôle de la situation. Elle était aussi capable, en faisant cet exercice-là, de voir comment je peux reprendre du contrôle sur les choses nouvelles. Bien, le COVID n'était pas nouveau à ce moment-là. Il était déjà arrivé, c'était pas nécessairement la première fois qu'on vivait un confinement à la maison avec les enfants. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile puis c'est ce qu'on souhaite. Au contraire, mais ce que je veux juste expliquer, c'est que quand on les prend chacun, la nouveauté, bien, l'école à la maison, on ne sait pas comment que ça va se passer, mais en fait, on l'a vécu du mois de mars au mois de juin. Donc, il y a des choses qui étaient moins nouvelles quand on a regardé ça ensemble. Puis par la suite, pour ce qui est imprévisible, mais de se trouver un plan B rendait les choses beaucoup moins anxiogènes et stressantes pour cette dame-là, puisqu'elle a trouvé un plan B de savoir qu'est-ce qui allait arriver avec les enfants et avec mon travail. Elle était aussi allée s'informer en reprenant le contrôle de la situation sur est-ce que l'employeur payait quand même, est-ce qu'il y avait des choses qu'elle pouvait faire pour se sentir moins stressée et moins insécure et de reprendre le contrôle sur l'imprévisibilité, le manque de contrôle et les nouveautés. Par la suite, au niveau de l'ego, on a aussi travaillé ensemble avec cette dame-là pour... là, je vous donne un exemple assez facile à comprendre. Je sais qu'il y a des situations qui sont plus complexes, mais mon objectif, c'était de vous donner des exemples de comment on peut reconstruire à l'aide de l'outil Ciné, quand on est capable d'identifier chacun qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui nous rend moins en contrôle dans la situation présentement et qu'est-ce qui est nouveau, qui est imprévisible et qui va toucher notre ego. Et au niveau de l'ego, j'ai tout plein d'exemples que je pourrais vous donner, que ce soit l'image de ma production agricole, qu'est-ce que les gens vont penser si je ne suis pas capable de rendre les paniers
qui ont payé pour, ça va avoir un impact sur notre entreprise. Donc, il y a plein d'exemples que je pourrais vous donner. L'idée derrière ça, c'est de se demander comment je peux reprendre le contrôle de la situation et est-ce que je peux envoyer, par exemple, par rapport au panier, est-ce qu'on peut donner un panier supplémentaire à la fin de l'année à la place? Donc, des fois, quand on n'est pas certain des événements ou de ce qui va suivre par rapport à des événements qui se passent qu'on n'a pas de contrôle, de toujours aller vers qu'est-ce que moi, comme individu, ou quoi, qu'est-ce que nous, comme ferme, qu'est-ce qu'on peut contrôler dans la situation. C'est une façon quand même assez qui fonctionne relativement bien. Il faut seulement être capable d'avoir une ouverture, pas nécessairement toujours à la première chose qu'on avait pensée. Donc, si je retourne au PowerPoint, je voulais aussi vous parler de l'anticipation. Dans le fond, l'anticipation, c'est souvent quelque chose qui va être un grand générateur d'hormones de stress. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que l'anticipation, en fait, anticiper, ce que ça veut dire, c'est de penser à toutes les éventualités, les choses qui pourraient se passer. Et aller, souvent, on est dans le futur et on pense à dans 3 ans, mais qu'est-ce qui va arriver si la production descend? Est-ce que je vais perdre mon quota? Est-ce que mes enfants ne seront pas scolarisés? Est-ce qu'ils vont être capables de réussir dans la vie? Donc, c'est toutes des choses comme ça qui sont de l'anticipation. Donc, dans le vert, le cercle vert, c'est toutes les choses qu'une personne peut croire qui peut arriver. Dans le cercle qui est noir ou brun, celui-là, c'est ce qui peut vraiment arriver. Et dans le petit cercle blanc, c'est ce qui va se passer. Souvent, ce qui va se passer réellement va être beaucoup moins pire que la réalité. Donc, qu'est-ce que je veux dire ici? C'est qu'on va souvent créer beaucoup d'hormones de stress pour finalement pas grand-chose. Si je peux vous donner un conseil ici, et quelque chose qui fonctionne beaucoup avec les gens que je rencontre, c'est que je vais leur demander c'est quoi qui peut arriver de pire. Parce que souvent, on l'a dans notre tête, mais on ne veut pas l'avouer qu'est-ce qui peut arriver de pire. Et c'est souvent quand on y pense et quand on identifie qu'il va avoir les raisons réelles de notre anxiété en ce moment. Et aussi, si on fait qu'est-ce qui peut arriver de pire, mais c'est important aussi d'aller vérifier qu'est-ce qui peut arriver de mieux dans la situation. Et souvent, ce qui arrive pour vrai est un peu entre les deux. Donc, ce que ça sert, c'est que ça sert à aider à ne pas trop imaginer des situations toujours dans le pire, mais de voir aussi le mieux qui pourrait arriver. Donc, en bref, qu'est-ce qui peut arriver? Qu'on vit présentement avec le COVID, c'est générateur des ingrédients de stress. Hein, vous l'avez vu, on vient de le passer ensemble. Ça peut aussi être propice au développement de conflits familiaux ou de couple, hein, parce que si on ne vit pas nécessairement les mêmes ingrédients de stress et qu'on ne le ressent pas de la même façon un ou l'autre, tout ça peut générer de la colère, de la frustration, etc. Et dans nos relations aussi. Ça peut rendre plus vulnérable. Ça fait aussi que c'est vécu différemment, comme j'ai dit tout à l'heure, par chaque personne. Ça va emmener tout le monde à sortir de sa zone de confort et à devoir s'adapter. Donc, quand on sort de notre zone de confort, c'est pas le fun, puis c'est pas agréable. Et ça peut même être douloureux physiquement ou psychologiquement. Quand je parle de ça, souvent, je compare ça un peu à quand on commence à s'entraîner ou qu'on recommence après un certain temps d'arrêt. Imaginez-vous un peu un coach qui est à côté de vous puis que vous êtes en train de faire votre 30e push-up puis que vos bras shake puis que vous avez mal puis que vous ne sentez plus vos bras et que votre entraîneur vous dit « Vas-y, si ça fait mal, c'est parce que tu en as besoin. » C'est un peu le même principe. Quand on sort de notre zone de confort, ça fait mal, c'est parce qu'on en a besoin aussi. Bon, maintenant, je voulais vous apporter un peu une image d'un verre d'eau. Imaginez-vous un peu que l'eau qui est dans l'intérieur de votre verre, c'est votre niveau d'énergie. Dans la vie,
que ce soit notre travail, nos enfants, la famille, nos loisirs, bien, il y a des choses qui vont nous donner de l'énergie, puis il y a des choses qui vont nous en prendre. L'affaire, c'est qu'idéalement, il faut qu'on se lève le matin puis que notre verre soit plein. Mais on sait que des fois, bien, il y a des gens qui dorment moins bien, qui vivent des situations de stress et d'anxiété quand même assez grandes, qui fait en sorte que là, ils peuvent se lever un matin et que leur verre soit à la moitié ou même des fois vide. Et moi, ce que je veux vous apporter avec ça, c'est que des fois, ça arrive même qu'on a un trou dans notre verre. Donc, même qu'on dorme, on est encore fatigué, qu'on fasse des activités qui habituellement nous plaisent et qui nous donnent de l'énergie, qu'on rit, qu'on s'amuse, ça se peut que des fois, on arrive à une situation où ce qu'on fait ces activités-là, ça ne fait plus rien. Et à ce moment-là, ce que j'explique aux gens, c'est qu'imaginez-vous que votre verre est maintenant avec un trou dedans. Donc, peu importe ce que vous donnez comme élément qui vous donnait de l'énergie ou de l'eau ici dans le verre, bien, l'eau, elle coule. Donc, moi, souvent, je vais dire, c'est souvent un autre drapeau pour indiquer que ce serait peut-être important d'aller rencontrer un médecin, d'aller rencontrer un intervenant. Parce que quand on est rendu avec un trou, malheureusement, ni l'intervenant, ni le médecin, ni vous-même, vous allez savoir qu'est-ce que vous devez faire à ce moment précis, mais vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin de personnes qui vont vous soutenir. Le trou dans le verre peut aussi être comme l'auto-évaluation que je vous ai parlé tout à l'heure. Si notre fatigue est très, très élevée, que notre niveau de stress est très, très élevé et que notre niveau de motivation, on n'en a plus, et soit à 0 ou à 1 ou à 2, bien, des fois, c'est parce qu'on a un trou dans notre verre. Donc ici, ce que je veux vous apporter, c'est d'être capable d'identifier qu'est-ce qui me donne de l'énergie versus qu'est-ce qui m'en enlève. Puis que ça soit moi, que ce soit vous, que ce soit votre voisin, mais même dans notre travail, il y a des choses qui vont nous donner de l'énergie, puis il y a des choses aussi qui vont nous en prendre. Donc, je vais donner un exemple simple avec les enfants. Bien, pour ceux qui ont des enfants, vont très bien se reconnaître. Si vos enfants, vous les aimez, mais il y a des moments où c'est plus difficile puis que ça vous prend de l'énergie. Puis il y a d'autres moments où quand on se colle, puis qu'on joue, puis qu'on rit, puis que tout le monde il n'y a pas de conflit, bien, ça nous donne de l'énergie aussi, puis ça nous rappelle pourquoi qu'on voulait être parent. Mais il y a des situations comme ça aussi au travail, que ce soit certaines tâches qui vont nous donner plus d'énergie, qui nous donnent de la motivation, et certaines autres, bien, la comptabilité, la paperasse, bien, des fois, ça nous en prend. Puis c'est normal, mais c'est d'être capable d'identifier ces choses-là qui vont être le plus important. Un coup qu'on a identifié ce qui va nous donner de l'énergie, bien, c'est de le faire souvent. Souvent, ce que je vais donner comme exemple, c'est de se créer un bac à bonheur. Hein, le bac à bonheur, je sais que c'est un bien beau mot, puis si vous ne l'aimez pas, vous avez le droit de ne pas l'utiliser. Mais l'idée derrière ça, c'est de se faire un peu une liste de toutes les choses qui nous donnent de l'énergie. Puis je le sais que le COVID a apporté dans le quotidien à se réinventer ou à avoir une capacité d'adaptation assez impressionnante parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on faisait et qu'on aime faire et qui ne sont pas possibles, que ce soit d'aller manger au restaurant, d'aller en vacances dans le sud de l'hiver, que ce soit simplement d'aller au spa, d'aller se faire masser, d'aller... Donc, il y a des choses qu'on faisait et qui ne sont pas possibles. Donc, on doit essayer de réinventer notre bac à bonheur, comme je dis toujours. Et des fois, c'est de se questionner sur les petites choses qui nous font du bien, que ce soit un livre, que ce soit de prendre un bain, que ce soit d'avoir un câlin le soir, d'aller marcher dans le bois, que ce soit d'aller bûcher, peu importe qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui vous fait du bien à vous, mais c'est d'être capable de l'identifier. Puis de l'identifier aussi au travail. Hein. C'est quoi les choses que j'aime? Qu'est-ce qui me font du bien au travail? Puis de le faire bien, plus souvent. Et évidemment, c'est d'être capable d'identifier aussi qu'est-ce qui va faire diminuer notre niveau d'énergie. Et ça va être de diminuer ces choses-là ou de modifier les fréquences. Donc,
Mais à la base, c'est d'être capable de les identifier. Et ensuite, quand on est capable d'identifier ces choses-là, bien, c'est d'apprendre à dire non. De déléguer les choses. Donc, si c'est le ménage dans la maison en ce moment qui est trop lourde, bien, on va essayer de déléguer. On va essayer de trouver des façons de faire pour que ça soit plus léger, peut-être qu'à la place de le faire une fois ou 2 jours, bien, de le faire une fois par semaine, de passer la balayeuse moins souvent. Donc, c'est d'essayer de voir les choses qui nous prennent de l'énergie, puis d'en diminuer la fréquence ou de le déléguer ou même de lâcher prise sur certaines choses. Donc, ça par rapport au bac. Et si je reviens au baromètre et aux outils d'évaluation, bien, c'est beaucoup de se demander comment je peux reprendre de l'énergie dans mon verre. Et comme je disais tout à l'heure, si vous avez l'impression que vous avez un trou dans votre verre, bien, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Par la suite, tout à l'heure, je vous ai dit là, que c'était par la reprise de contrôle qu'on se sentait mieux. Et aujourd'hui, je voulais vous partager plusieurs moyens concrets qui vont faire en sorte qu'on va se sentir plus en contrôle de la situation qu'on vit. Et je les ai séparés au niveau social, au niveau familial, puis au niveau personnel, parce que pour moi, je trouvais que c'était important là, de bien évaluer les choses qu'on peut faire. Puis ça, c'est que des exemples. Chaque situation est différente. Chaque situation a ses barèmes et tout ça. Donc, je voulais juste vous donner des exemples de comment on peut reprendre le contrôle dans la situation familiale. Pas familiale, mais la situation présentement. Donc, même si c'est difficile pour nous de ne pas voir les gens qu'on aime, ben, c'est quand même de communiquer avec eux, hein, que ce soit d'utiliser les médias, que ce soit d'utiliser les plateformes qui sont disponibles, d'utiliser le téléphone, donc de toutes sortes de manières qu'on peut utiliser donc, pour rester en relation avec les gens qu'on aime. Ensuite de ça, ça va être d'exprimer nos émotions puis nos ressentis. Hein? Quand on est plus stressé, des fois, on a tendance à garder ça pour nous, mais c'est important aussi de le partager. Puis souvent, on va se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à se sentir comme ça. D'être attentif aussi aux gens autour de nous, aux gens qui sont plus vulnérables, de leur montrer qu'ils sont importants pour nous. Puis des fois, bien, ça se fait par des petites actions, des petits messages, des petits bonjours. Puis aussi, comme je disais tout à l'heure, donc d'aider nos proches qui sont plus vulnérables, de suivre les recommandations, hein, parce qu'au niveau social, c'est aussi au niveau de la société. Donc, et d'avoir le sentiment de faire un peu notre part au niveau collectif. Ça, c'est peu importe le moyen. Je connais des producteurs qui ont été portés des produits qu'ils avaient en trop pour les paniers de Noël. J'ai aussi des producteurs qui m'ont dit, Vicky, au niveau collectif, ben, participer aux réunions, que ce soit de peu importe quelle association, que ce soit de la relève, que ce soit de l'UPA, peu importe, c'était quelque chose qui devenait un peu ben, qui donnait encore plus un sens parce qu'en ce moment, ben, on ne voit pas beaucoup de monde. Donc, même si on se voit via les médias sociaux, via la vidéoconférence, ben, c'est déjà une façon de faire notre part au niveau collectif. Au niveau familial, ben, c'est d'utiliser un cadre, hein, une routine. Il n'y a pas juste nous qui a été un peu abasourdis par tout ce qui s'est passé, mais il y a aussi les enfants. Et la routine, ben, ça fait en sorte de pouvoir reprendre le contrôle sur la situation. Je parle aussi là, des gens qui vivent des séparations. Des fois, on sent qu'on n'a pas le contrôle, on n'a pas le contrôle de ce qui se passe chez l'autre parent. Puis souvent, c'est de se demander ce que moi, je peux contrôler dans la situation. Bien, c'est quand les enfants sont chez moi, c'est d'avoir une utilisation d'un cadre, d'une routine, d'une structure qui va faire en sorte que les enfants vont se sentir plus en sécurité. De communiquer aussi nos attentes et nos inquiétudes avec nos enfants. Pas nécessairement tout, là, mais je parle de c'est quoi nos attentes, c'est quoi nos inquiétudes qu'on a par rapport à eux. L'explication aussi de la situation aux enfants dans un langage qui leur est adapté à leur groupe d'âge. La mise en place de règles, de tâches, comme je disais tout à l'heure, pour les enfants. C'est pas parce qu'on vit des choses différentes qu'à l'habitude qu'on peut tout lâcher ces choses-là.
comme Noël, hein, et d'expliquer aux enfants que Noël va être différent, mais qu'on va s'amuser quand même et qu'on va reprendre le contrôle de la situation et pas se sentir des mauvais parents et que ça ait un impact là, au niveau de notre ego par rapport aux ingrédients du stress. Aussi d'être capable de gérer l'utilisation des écrans et de la consommation chez les adolescents, etc. Donc, c'est toutes des choses qui deviennent aussi des facteurs de stress. Je suis d'accord avec vous, mais en mettant un cadre, une routine, des règles dans la maison, ça peut simplement aider et sécuriser les enfants. Au niveau personnel, c'est de se fixer des objectifs et des buts réalistes. Je vais y aller avec un exemple de ma propre vie. Un objectif, hein, on avait tous des objectifs au printemps qui ont été un petit peu bafoués par tout ce qui est arrivé, que ce soit des objectifs, des buts de voyage ou même à la maison. Et c'était de se fixer des buts. Donc, même si on n'a pas la possibilité de sortir, mais des fois, c'est de se trouver des buts qui sont réalistes. Donc, des fois, c'est de faire du ménage, de se faire une liste, une to-do list de qu'est-ce que je peux faire chez moi quand je trouve le temps long ou quand les choses les choses que j'aurais voulu faire, par exemple, si ça soit une construction d'une nouvelle serre, les choses ont été mises sur pause, au lieu de se demander et de se stresser à savoir quand est-ce qu'elle va être mise en place, la serre, c'est de se dire, écoute, qu'est-ce que je peux faire pour le moment pour que ça soit prêt quand que les professionnels les gens qui vont être disponibles pour venir la monter, que ce soit une piscine, peu importe la raison, des fois, c'est de se fixer un but qui va être réaliste dans le temps, dans le contexte aussi actuel, en sachant que les enfants sont là pour les familles. Pour les entreprises agricoles, c'est la même chose. Au niveau personnel, c'est de se fixer des objectifs personnels et qui vont être réalistes. Donc, d'exprimer nos émotions à quelqu'un, puis si ce n'est pas possible, de les écrire, donc de les exprimer. Aussi de mettre des limites, hein, de se mettre des limites dans ça, comme j'expliquais tantôt, hein, c'est capable d'identifier si ça, c'est une chose qui me prend de l'eau dans mon verre, si je veux me mettre une limite par rapport à ça, c'est d'être capable de les mettre, donc, et de s'écouter là-dedans. De limiter l'exposition aussi aux médias d'information. Quand on sent qu'on est un peu très stressé, des fois, ça peut faire du bien là, de se tenir un petit peu plus loin des médias d'information, de faire de la cohérence cardiaque, de méditer. C'est des exemples là, de choses qui peuvent vous aider au niveau personnel. De pratiquer une activité physique. Je sais, hein, le karaté, c'est pas possible. Toutes les activités parascolaires, les activités de groupe, les gyms sont fermés. Donc, des fois, il faut utiliser un petit peu l'imagination et d'aller vers des activités physiques qui sont accessibles. Moi, souvent, je dis, vous êtes chanceux, vous avez des terres, vous avez des grands espaces, en tout cas plus grands que les appartements de Montréal. Et les utiliser, tu sais, vous avez cette chance-là et je pense que ça, c'est quelque chose de non négligeable de voir aussi ce que vous avez puis autour de vous en tant que producteur agricole et d'aller vers des activités physiques qui sont accessibles, que ce soit la raquette cet hiver, le ski de fond, donc la marche tout simplement, sur les terres, dans les champs, dans la rue. Donc, c'est toutes des choses qui sont accessibles et possibles. Et avec les enfants, c'est toujours de sortir dehors, faire des activités. C'est une richesse que vous avez de vos espaces, puis il ne faut pas les négliger. Ensuite de ça, au niveau personnel, c'est aussi de maintenir des habitudes saines. Hein. Moi, en tant que travailleuse sociale, j'ai aussi une certaine mission d'éducation. Et puis, par rapport à l'alimentation puis le sommeil, c'est un peu les deux indicateurs qui sont dans un cycle et qui vont permettre les bonnes sécrétions des hormones et de bien-être, de sentiments de bien-être et tout ça. Donc, c'est important d'avoir des habitudes de vie qui vont être saines, de manger le plus sainement possible, au moins 3 fois par jour, d'avoir
une qualité de sommeil de minimum 7 à 8 heures par nuit. Donc, c'est un petit peu ça des choses que vous pouvez faire en reprenant le contrôle sur vous. Et bien, comme je disais tantôt, d'augmenter notre niveau d'eau dans nos verres, donc de s'accorder des petits plaisirs, que ce soit les bains, de la musique, de la lecture, des câlins, des soirées films, des petits plaisirs qui vont vous faire du bien en considérant que les choses que vous faites habituellement ne sont peut-être pas disponibles en ce moment. Donc, c'était un petit peu les moyens que je voulais vous partager. Bien évidemment, bien, chaque situation peut être différente. Puis, vous êtes les mieux placés pour regarder votre situation, être capable d'identifier c'est quoi vos facteurs de stress dans le ciné et les ingrédients que vous vivez. Et par la suite, de vous demander, bien, c'est quoi le pire qui peut m'arriver? C'est quoi le mieux qui peut m'arriver? Puis comment je peux reprendre du contrôle dans la situation présentement et vous sentir moins impuissant. Puis, ben, quand on se sent moins impuissant, donc quand on reprend le contrôle, ben, on sécrète moins d'hormones de stress. Donc, pour terminer, je voulais vous parler de la résilience. Hein, la résilience, la résilience, c'est une capacité que les individus, les communautés, les institutions ou même les entreprises vont avoir pour survivre et s'adapter et améliorer leurs conditions, malgré les événements, les chocs, les adversités qu'ils vont vivre. Donc, la résilience, pour moi, c'est une grande capacité qui est à développer et qui est, ici, on voit un arbre qui a poussé en faisant un 2,90 degrés, comme on pourrait dire. Et on pourrait dire que cet arbre-là était résilient et qui a réussi, malgré les adversités de la vie, à pousser. Et même si c'est peut-être pas un arbre droit, il a poussé solide quand même. Donc, c'est une image pour moi pour vous partager que c'est important la résilience. Puis, malgré tout ce qui a été vécu durant la dernière année, j'ai vu beaucoup de résilience dans le milieu agricole. Puis moi, je tenais à terminer ma conférence avec ce sujet-là parce que je trouve ça important de le souligner. Tout à l'heure, je vous ai parlé de vos grands espaces. Je ne minimise pas les facteurs de stress qu'on a vécu dans la dernière année dans le milieu agricole. Mais je voulais aussi faire voir les belles choses que cette pandémie-là va nous avoir accordées, que ce soit la visibilité au niveau des consommateurs sur les produits agricoles locaux. C'est sûr qu'au plus profond de moi-même, je souhaite que ça continue. Mais j'ai vu des entreprises agricoles, peu importe lesquelles, se voir avec des ruptures de stock. Et oui, je sais que ça apportait du stress, mais au fond, c'est aussi beau. C'est aussi de voir des entreprises qui vont grandir et qui vont devenir encore plus prospères grâce à cette pandémie-là, finalement. J'ai aussi vu des mamans puis des papas qui m'ont dit « Vicky, on est chanceux, nous, on a des grands espaces. C'est possible pour nous de confiner un enfant à la maison, chose qui n'est pas nécessairement possible chez tout le monde. » Donc, cette résilience-là, elle est présente, elle est belle et il faut aussi en parler. Donc, je voulais terminer ma présentation là-dessus. J'espère que les outils que je vous ai partagés vont être clairs pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions, puis n'hésitez pas à aller chercher de l'aide aussi si vous avez besoin d'aide. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Au plaisir.